Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission sur la chaîne Rumeurs de Kinshasa. En tout cas, nous sommes dans la joie de recevoir pour vous, en tout cas, un invité très spécial en ce qui concerne l'état des droits en République démocratique du Congo, cette ONG qui s'est engagée dans les rétablissements de la justice et qui se veut aussi accompagner les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa marche pour l'instauration de l'état des droits. Nous allons recevoir pour vous aujourd'hui Maître Georges Kapiamba, il est le président de l'ACAJ, Association congolaise d'accès à la justice. Bonjour maître et bienvenue. Bonjour. Tout le monde en République démocratique du Congo a au moins une idée sur ce que c'est l'ACAJ. Pouvez-vous nous en dire plus? L'ACAJ, nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme. Nous travaillons principalement dans le secteur de la justice, où nous faisons le monitoring de fonctionnement de cours et tribunaux et de parquets, mais aussi de toutes les autres institutions qui travaillent pour l'administration de la justice, et nous essayons d'assurer aux victimes de violations graves des droits de l'homme un accès à la justice. Et nous surveillons aussi les comportements du gouvernement, des membres du gouvernement, pour qu'ils ne puissent pas porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parlons du membre du gouvernement, ça nous aide à ouvrir cette interview avec la première question sur le dossier de M. Vital Kamerhe, qui est accusé d'avoir détourné quelques fonds, ce qui concerne des moyens qui ont été alloués aux travaux des 100 jours qu'ont lancé les présidents de la République. Que dit l'ACAJ et que dit la loi à ce sujet? Alors, l'ACAJ, nous avons été, comme d'autres organisations de la société civile, au centre de la mobilisation depuis l'année passée pour à la fois surveiller la mise en œuvre de ces travaux de 100 jours, nous assurer que ceux qui avaient en charge de la manipulation des fonds y alloués utilisaient ça conformément aux règles tracées par les droits congolais, et qu'il n'y avait pas d'actes de corruption, de détournement ou de blanchiment de capitaux. Nous avons eu à alerter à plusieurs reprises l'ancien gouvernement, mais aussi les nouveaux dirigeants, sur les actes de corruption et de détournement que nous avions constatés. Nous avons participé à la mobilisation ainsi que toute la population congolaise pour qu'on arrive à ces poursuites qui ont été lancées depuis le mois de février. Donc nous sommes satisfaits de la manière dont la justice a mené les enquêtes, et nous espérons que nous aurons éventuellement des résultats escomptés. Lors de son procès intervenu le 11 mai, je rappelle, à la prison centrale de Makala, M. Vital Kamerhe a nié de n'avoir pas connu dans sa vie M. Djamal, avec qui il prétend négocier les marchés sur la construction de maisons, etc. Aujourd'hui, son neveu, Massaro, est arrêté. Il avoue qu'il est le neveu de M. Vital Kamerhe, et pourtant c'est lui qui a constitué l'intermédiaire entre M. Vital Kamerhe et Djamal. C'est une façon de foncer M. Kamerhe dans le trou ou la vérité? Non, c'est-à-dire que lorsque la justice lance des enquêtes comme sur ces dossiers, entend plusieurs personnes, fait la confrontation, c'est pour faire réagir la vérité. Et nous sommes satisfaits du travail que les services de sécurité ont mené en mettant la main sur Massaro, qui apparemment, selon plusieurs éléments à notre possession, aurait aussi joué un rôle important dans les travaux de 100 jours. Et donc, nous attendons qu'il soit auditionné éventuellement, confronté, pourquoi pas, à certaines personnes qui sont déjà en détention, éventuellement aussi à Djamal, pourquoi pas à M. Vital Kamerhe, sur les points pour lesquels il y aurait eu d'obscurité. Alors, en revenant aux premières réponses de Djamal comme de Vital Kamerhe, je voudrais dire que toute personne est réputée être innocente jusqu'à ce que sa condamnation soit prononcée, et que toute personne a le droit d'organiser sa défense. Et ne soyons pas surpris que Vital Kamerhe comme Djamal aient répondu de cette manière. C'est leur droit de se défendre de cette manière, mais il va arriver un moment où le parquet, qui est l'accusateur, ainsi que la République démocratique du Congo, qui est représentée par des avocats,
vont sortir sûrement des éléments pour les confondre, éventuellement pour démontrer qu'ils n'ont pas dit la vérité, ils ont trompé les juges. Vous êtes parmi les militants de la justice en RDC. J'aimerais savoir, même le public aimerait savoir pourquoi les reports de ces procès. Y a-t-il des négociations? Non, il n'y a pas de... C'est conformément aux lois de la République. Les lois de procédure prévoient que, à la première audience, lorsque l'une des parties soulève des questions notamment liées à la non-préparation de sa défense ou qu'il y aurait eu d'obstacles indépendants de sa propre volonté, les juges ont l'obligation de renvoyer pour leur donner le temps d'organiser leur défense. Et nous avons salué cette remise-là, décidée par le tribunal, parce que ça va dans le sens d'assurer ce que nous appelons l'égalité d'armes, c'est-à-dire l'égalité des chances devant les tribunaux. Il ne fallait pas que le ministère public vienne, lui, avec son dossier et que ceux qui sont accusés viennent en position qui ne peut pas leur permettre de réagir contre les accusations. Ça aurait donné lieu à plusieurs critiques et même nous n'allons pas l'accepter parce que ça porterait atteinte au principe d'un procès juste et équitable. Merci pour la lumière que vous avez apportée à ces dossiers. Nous passons pour un autre dossier, celui de l'évêque Nkuna avec maman Mami, si je peux appeler comme ça, Mami Chibola, qui a porté plainte, je ne sais pas, pour viol, etc. Vous trouvez ça normal que Nkuna soit interpellé pour être auditionné et dans la soirée qu'il soit arrêté? Non, ça peut arriver. Ça peut arriver, il faut que les gens sachent que les magistrats du parquet a reçu de la Constitution et des autres lois de la République des pouvoirs exorbitants pouvant lui permettre de faire comparaître devant lui toute personne soupçonnée d'avoir commis ou participé à la commission d'un fait dit infractionnel ou un crime, et qu'à la première audition, s'il est convaincu que les réponses lui fournies par la personne ou que déjà les éléments recueillis qui se trouvent dans son dossier sont de nature à établir qu'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité à sa charge, ou que sa fuite est à craindre, ou qu'en le laissant repartir, l'accusé peut compromettre à la suite de son instruction, les magistrats du parquet peut, sur ordre du procureur, parce que c'est lui le chef de l'office, mettre la personne en détention provisoire. C'est ça ce qu'on appelle mandat d'arrêt provisoire, c'est-à-dire c'est une manière de restreindre sa liberté de mouvement en vue de lui permettre d'avoir suffisamment de temps pour recueillir les éléments à sa charge. Et donc ça ne doit pas nous étonner. Sur le plan de la loi, c'est correct. Qu'est-ce qui a fait qu'il passe nuit d'abord au parquet et les jours qui suivent qu'il soit transféré? Ça, c'est généralement des problèmes liés à la logistique. Lorsqu'il est déjà tard et que les magistrats a décidé de placer quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire, il est effectivement indiqué que la personne soit transférée immédiatement à la prison. Mais il peut arriver que pour des raisons de logistique, d'horaire, les véhicules qui assurent les transferts des personnes du parquet vers la prison et vice-versa soient déjà répartis à la prison et qu'il soit déjà tard pour que les services s'occupent de l'accomplissement de certaines formalités d'ordre administratif. À ce moment-là, on peut provisoirement les placer en garde à vue au cachot qui est proche du parquet et le lendemain organiser son transfert vers la prison de Makala. Donc ça, ce sont des choses normales. Il ne faut pas que ça étonne les gens. Certains observateurs pensent plutôt que le dossier Nkuna est politisé. Quelle est la position de la CAJ? Alors, la position de la CAJ jusqu'à ce jour, c'est que nous continuons à faire confiance à la justice. Et nous espérons que la justice, c'est-à-dire le parquet, va continuer à instruire la plainte de Mme Mami Chibola conformément aux lois de la République, que le parquet ne recevrait pas des dictats ou des injonctions de qui que ce soit, homme politique ou pas. Et nous continuons aussi à suivre ça de plus près, de manière à ce que nous puissions savoir si les magistrats ne s'écartent pas de ce qui est prévu par la loi
pour faire, par exemple, plaisir à la volonté d'un individu. Mais, à notre avis, jusqu'à ce jour, mis à part quelques reproches que les avocats de Mukuna ont déjà formulés contre les magistrats, parce qu'entre-temps, nous avons appris qu'ils ont récusé les magistrats, qu'ils ont considérés comme n'ayant pas fait preuve d'impartialité et d'indépendance. C'est aussi son droit, et il y aurait eu déjà de nouveaux qui sont en train d'instruire. Nous attendons la suite. Faisons confiance à notre justice. À partir du moment où il a la possibilité de se défendre conformément à la Constitution, c'est déjà une bonne chose. Parlant de l'impartialité dans ces dossiers, je voulais vous rappeler que Francis Kalombo, qui est l'avocat du pasteur Mukuna, a fait une déclaration pour dire que son client était en danger, dans le sens où 2 personnes inconnues l'ont rendu visite avant-hier au sein de sa cellule, et que ces personnes ne sont pas identifiées. Ils ont pu prélever les sangs du pasteur pour, je ne sais pas, examiner s'il avait le coronavirus ou pas. Lui, il est en train d'alerter l'opinion sur quelques dangers qui pourraient arriver à son client. Ah, d'accord. Bon, moi, je n'ai pas eu, nous, on n'a pas eu connaissance de cette information. En tant que son avocat, lui, Francis Kalombo, parce que c'est vous qui le citez, je pense qu'ils savent ce qu'ils doivent faire lorsqu'il y a ce genre de comportement ou de faits qui auraient porté atteinte aux droits de pasteur Mukuna. Ils doivent saisir l'autorité compétente. Et je ne pense pas aussi que le directeur de la prison n'ait pas été mis au courant. Donc il faut qu'ils obtiennent, qu'ils exigent des explications auprès du directeur de la prison. Ibrahim Kabila, qui est sorti de la foulée, il prétend être le fils biologique de l'ancien président congolais, Laurent Désiré Kabila. Il dit que lui, il soutient la démarche du pasteur Mukuna et qu'il exige même des tests ADN à l'ancien président sénateur Joseph Kabila pour savoir plus, est-ce que sa démarche est bonne et mauvaise. Non. C'est-à-dire qu'il ne nous revient pas à nous de dire si la démarche d'Ibrahim Kabila est bonne ou mauvaise. À partir du moment où il exerce une de ses libertés lui reconnue par la Constitution, il veut faire constater ou faire respecter l'un de ses droits fondamentaux, je crois qu'il est en droit de s'adresser à la justice de la RDC et que celle-ci a l'obligation d'examiner et d'y réserver une suite. Donc, nous pensons qu'il faut le laisser aller en justice et que ce que nous avons eu, par exemple, par contre, à déplorer, c'était les circonstances, les conditions inacceptable dans lesquelles il a été arrêté. Il a été enlevé par un groupe de personnes se réclamant être de la police. Heureusement qu'il a été plus tard, la même soirée, remis en liberté. C'est une bonne chose. Donc, pour le reste de contestation, je crois que chacun d'eux doit être encouragé à les soumettre à la justice. Et pour finir, maître, c'est avec le dossier Semlex, cette entreprise belge qui avait signé les contrats de pouvoir produire des passeports biométriques congolais. Aujourd'hui, elle est soupçonnée, cette entreprise est soupçonnée d'avoir détourné plus de 35 millions de dollars du gouvernement congolais. Quelle est votre démarche face à ça? Non, mais vous savez que la CAJ, depuis 2017-2018, nous avions déjà saisi l'ancienne procureure générale Flori Kabange-Numbi pour lui demander de mener des enquêtes sur les actes de corruption que nous avions énumérés, intervenus dans le cadre de la conclusion de la convention qui a lié la société Semlex et le gouvernement congolais. Et nous lui avons fait savoir que c'était un contrat qui avait facilité la corruption et qui continuait à faciliter aussi le détournement de fonds publics. Malheureusement, l'ancien procureur général avait mis ce dossier dans les tiroirs et il ne l'avait jamais instruit. Donc il a commis un déni de justice. Mais il faut quand même que j'en profite pour saluer la mobilisation toute azimute de la part des Congolais et des Congolaises aujourd'hui qui se sont décidés carrément de faire mettre fin ou en poussant la main du président de la République à faire mettre fin à ce contrat parce que c'est un contrat léonin qui a eu à bénéficier à des individus au lieu de profiter aux Congolais et à l'État congolais. Donc, il y a bien entendu cet aspect de détournement
qui est évalué à plus de 36 millions de dollars. Et la justice congolaise doit se mettre à enquêter et poursuivre tous ceux qui ont participé, notamment l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Tshibanda. Il y a eu Tshibanda, il y a eu Cheikh Kitundu, qui est aujourd'hui sénateur. Tous ceux qui sont intervenus de loin ou de près, parce que leurs noms sont connus, ces gens doivent être entendus, doivent expliquer à la justice de la RDC qu'est-ce qu'ils avaient fait, comment avaient-ils facilité à des étrangers, avec d'autres groupes d'individus, à pouvoir voler autant d'argent à la République démocratique du Congo. Si leur responsabilité est constatée, ils doivent tous être envoyés devant des juridictions compétentes pour être entendus, éventuellement condamnés, parce que ça sont des faits inacceptables qui ne doivent plus se répéter dans notre pays. Je termine par dire que vous savez que ce n'est pas l'unique contrat léonais dans lequel des anciens dirigeants congolais ont eu à participer. Il y a aujourd'hui tout un tas d'autres contrats dans le secteur minier, forestier, même aussi dans le secteur de la santé. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont facilité à certains étrangers qui ont créé leurs hôpitaux, leurs centres de santé, bref, des cabinets médicaux, pour que tous les agents de l'État puissent être seulement soignés là-bas, au préjudice même de l'hôpital public. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État déverse beaucoup d'argent à ces étrangers au préjudice des Congolais. Donc, ce sont des choses pour lesquelles vous, les médias, et nous, de la société civile, nous devons nous mobiliser notre peuple pour que les nouveaux dirigeants, en commençant par le président de la République, qui est apparemment très, très à l'écoute des cris des Congolais, nous puissions nous mobiliser pour qu'on y mette fin, que cet argent qui était volé depuis plusieurs années puisse revenir pour servir au moins à relever les défis de la lutte contre la pauvreté des Congolais. Merci, Président. Votre dernier mot, est-ce qu'on peut croire aujourd'hui qu'il y a l'état des droits qui est instauré? Vous allez finir par là. C'est vrai que nous avons plusieurs signaux et des faits, des efforts qui sont fournis par les nouvelles autorités qui vont dans le sens de restaurer l'état des droits. Ça, c'est certain, parce que nous avons déjà, vous savez que la cheville ouvrière d'un état de droit, c'est une justice indépendante et impartiale, efficace. Et donc, nous voyons aujourd'hui que chaque fois qu'il y a des plaintes adressées à la justice, elles ne traînent plus. Quelle que soit la personne visée, quelle que soit sa position, la justice l'invite. C'est déjà une très bonne chose, mais nous savons qu'il y a encore des obstacles, notamment dans les dossiers de l'OGFREM. Vous avez constaté que le ministre de la Justice, au lieu de jouer le rôle qui est celui de soutenir l'action de la justice, n'a pas hésité à intervenir pour se dresser un obstacle contre l'action du parquet général près la Cour de cassation, qui a continué avec son travail, il faut le soutenir. Il y a tout un tas de choses comme ça sur lesquelles nous constatons qu'il y a une volonté réelle de la part des nouvelles autorités pour que l'état de droit soit rétabli. Et c'est le seul état de droit qui pourra protéger les pauvres comme les riches. Parce que là où il n'y a pas d'état de droit, ce sont des riches qui vont marcher éternellement sur les pauvres. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tous qui nous avez suivis dans cette émission, je vous remercie en tout cas pour votre attention soutenue. Vous avez certainement compris que l'état des droits est en marche ici en République démocratique du Congo. Je rappelle que c'était le maître Georges Kapiamba, le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Je vous retrouve très prochainement. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Gouverneur Jacques Kiaboula s'érige en barrière contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur le péripéties du confinement strict réussi de Lubumbashi et Kasumbalesa. Jacques Kiaboula Katwe, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité, mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga.
Découverte, Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus, Néné Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, pêche et élevage, Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.